Alain Boursier, je suis le vice-président de l'agglomération de Nevers, le maire d'un petit village qui s'appelle Gimouille, 500 habitants dans la périphérie de Nevers. J'ai 65 ans, j'ai 2 enfants de 11 et 8 ans et je suis collaborateur mandataire judiciaire. Donc le regard que vous allez porter sur les villes médianes, c'est un regard politique. Le regard que je porte sur les villes médianes est un regard plutôt un regard d'animation des territoires, un regard qui est celui d'une valeur ajoutée permanente qui est produite parmi les territoires médians, qui se composent essentiellement de populations animées par des circuits courts de relations humaines. Votre définition de la ville médiane, qu'est-ce que c'est? La définition géographique, tout d'abord, c'est une définition qui positionne une ville dans les 35 000 habitants. Ensuite, une dimension peut-être, on va dire, socio-économique, socio-culturelle, c'est-à-dire que ce sont des villes qui ne détiennent pas forcément des grands campus universitaires ou des grandes écoles, mais qui détiennent certainement, à leur avantage, énormément de structures telles que à la fois des lycées de qualité, des études supérieures quand même, cela étant, mais pas évidemment les grands groupes que nous connaissons dans les métropoles. Donc qu'est-ce que vous faites comme différence entre la ville intermédiaire, qui est un peu le vocable européen, la ville moyenne, qui est plus une définition administrative, et cette ville médiane? Votre question est très compliquée parce que, voilà, que devons-nous dire entre effectivement ville moyenne ou ville médiane? La ville médiane, comme au sens géométrique du terme, est une ville qui est à la fois au croisement de l'innovation, au croisement de nouvelles ressources qui sont celles des années 2020-2030. La ville moyenne est une ville, comme malheureusement ce vocable l'indique, est une ville qui est dans le milieu de toutes les attentes des populations actuelles. Si je comprends bien, la ville moyenne, elle est dans la moyenne. Oui. Et la ville médiane, elle serait plus un trait d'union? Mais absolument. Absolument. La ville médiane est un terme sémantique qui est extrêmement positif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas allusion ni au nombre d'habitants, ni à l'aspect géographique ou géoéconomique, mais on fait plutôt appel à un aspect extrêmement créatif. La médiane est une notion géométrique qui permet de relier justement des aspects, on va dire, à la fois opposés parfois, mais aussi des aspects, je dirais, structurels considérables. Pour définir les villes médianes, il y a un écrivain qui s'appelle Aurélien Bélanger, qui parle de sa ville, qui en l'occurrence est Laval, et il en parle en ces termes. C'est une ville dont on connaît le nom, mais qu'on ne sait pas poser sur la carte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Vous savez, moi, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis élu. Je ne m'attache plus du tout à l'aspect géographique ou à la cartographie. Le monde a évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans des domaines plutôt de réseau et les aspects géographiques ne sont plus fondamentaux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la qualité, la capacité à des territoires de produire de l'intérêt et de produire des valeurs ajoutées à l'échelon, je dirais, international. Il y a différents types de villes médianes. Il y a les villes qui ont des atouts touristiques, il y en a qui ont des pôles de compétitivité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces villes? L'aspect commun des villes médianes est celui que l'on veut bien leur attribuer, si j'ose dire. C'est-à-dire que, pour moi, la ville médiane actuelle, en France en tout cas, est une ville qui a pris en main l'enjeu numérique, qui a pris en main l'enjeu économique du futur et qui est en mesure d'apporter à ses citoyens, à ses jeunes, des capacités de réussite dans les années 2030-2050. Il y en a qui disent que plus qu'un déterminant géographique, la ville médiane, c'est un art de vivre. Ça, j'en suis intimement convaincu. La ville médiane, alors là encore, un aspect sémantique est à mettre en avant. De quelle ville médiane parlons-nous? Effectivement, la France est un pays gâté.
nos villes médianes françaises sont toutes sur des territoires absolument séduisants, des territoires attractifs sur le plan, à la fois géographique mais aussi touristique. La France est un pays roi. Donc moi je vais parler des villes médianes effectivement provinciales qui sont toutes pour moi à égale chance, à égal déterminant pour être actives et attractives. Je ne parlerai pas d'autres villes médianes comme celles qui font partie des banlieues, de métropoles, qui sont plutôt dans des dispositifs métropolitains extrêmement concurrentiels et plutôt difficiles. Les villes médianes, c'est aussi tout un imaginaire, c'est les vacances, les racines familiales. Les villes médianes, elles sont dans la carte mentale des Français. Très franchement, là, c'est l'homme qui vous parle. En direct, je n'ai pas du tout ces approches, ces valeurs. En ce qui me concerne, effectivement, on a toujours des imaginaires d'enfance, on a toujours des imaginaires de notre passé, mais la ville médiane n'est pas forcément porteuse de cela. La ville médiane, non, la ville médiane, c'est quelque chose de plutôt moderne, de plutôt tourné vers le futur. La ville médiane doit apporter ce qui n'existe pas encore, et justement, peut-être qu'elle va s'appuyer sur les valeurs du passé, sur ce qu'on a pu acquérir, mais la ville médiane, avant tout, est une ville qui est porteuse et qui apporte, je dirais, le carburant du futur. Certains disent aussi que c'est une synthèse des aspirations des gens, c'est-à-dire c'est les avantages de la campagne sans le stress des métropoles. Alors le stress des métropoles, ça je valide, ça je n'ai aucun souci là-dessus. Alors maintenant, l'autre partie de la phrase, cette partie s'adresse plutôt à un parterre, un auditoire, déjà qui est connaisseur de cette terminologie de la ville médiane. Moi, je n'en suis pas là. Je dirais que pour moi, la ville médiane, c'est avant tout c'est un territoire, je vous dis, qui permet de vivre sans aucune angoisse du présent, aucune angoisse de ce que sera l'objectif, je dirais, travail, l'objectif loisir, puisque à la fois nous avons la chance dans les villes médianes d'avoir cette capacité d'avoir un emploi relativement facile, puisque nous sommes même débiteurs en termes d'emploi. Et en plus, effectivement, je prends l'exemple de ma ville, Nevers. Nevers, nous faisons tout en 5 minutes. Je veux faire de l'avion à Nevers, je suis moi-même pilote, je vais en 5 minutes faire de l'avion. Je veux faire du canoë, je veux nager, je veux faire d'autres activités, du cheval, qui sais-je. Je fais cela également en 5 minutes. Là, effectivement, pour des habitants de métropole, ce sont des challenges qui sont même parfois des challenges absolument illusoires. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une ville d'ailleurs, pas simplement d'une ville médiane, d'une ville? C'est quoi son identité? L'identité aujourd'hui n'est pas celle qui était celle d'il y a 30 ans ou 100 ans et qui ne sera certainement pas celle celle qui sera celle dans 20 ans, jamais de la vie. Non, l'identité d'une ville, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui la composent. L'identité d'un territoire, ce sont toujours les hommes. Ce ne sont jamais ni les murs, ni la structure sédentaire du territoire. Ce sont les hommes et les femmes qui composent ce territoire, qui sont, qui doivent être créatifs. Un territoire, si beau soit-il, s'il n'est pas créatif dans sa composition humaine, n'est pas un territoire attractif et n'est pas un territoire séduisant. Ces hommes et ces femmes qui font le territoire, ils sont fiers de leur territoire. C'est important d'être fier de sa ville. C'est essentiel. Je dirais que, alors là vous vous adressez effectivement à un homme qui est politique, un homme qui aime son territoire, son pays. Pour moi, il n'y a même pas de discussion autour de ce sujet. J'ai un immense respect envers mes ancêtres, le territoire qu'ils ont réussi à composer, et cela, pour moi, c'est une valeur fondamentale qui, chaque matin, me nourrit pour pouvoir, performer, pour pouvoir être toujours sur mon territoire le leader et toujours, sur le top 10 de nos territoires, quels qu'ils soient, médians ou pas médians d'ailleurs. Le rôle du maire dans l'incarnation d'une ville et le rôle des politiques, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le maire, il incarne sa ville? Le rôle du maire est un rôle
fondamentale, mais je suis intimement convaincu qu'il existe des quantités d'écrits autour de ce sujet. En ce qui me concerne, j'ai observé que le maire et la partie, je dirais, tactile, on va dire, on peut toucher, on peut appréhender, on peut discuter, on peut échanger de manière naturelle avec un dispositif qui parfois peut sembler être absgon et un dispositif qui semble parfois, je dirais, éthéré. Le maire, c'est le côté, je dirais, effectivement, opérationnel et chaleureux du contact entre l'État, le territoire et le citoyen. Historiquement, la France, elle s'est structurée autour de ces villes médianes. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je suis intimement convaincu que ce sont les villes médianes qui sont porteuses de l'évolution, je dirais, à la fois sociale, mais aussi économique, de ce que seront les territoires français, de ce que sera la France des années 2030-2050. Mais pas que la France. Je suis intimement convaincu que parmi nos partenaires européens, ce sont les villes médianes qui seront les fédératrices de l'évolution, du modernisme et de l'évolution culturelle et sociale des années 2030-2050. On va parler de l'écosystème des villes médianes. Comment une ville médiane peut exister quand elle est trop proche d'une métropole? On parlait par exemple, les villes médianes de la région parisienne. Quel est l'écosystème adapté à une ville médiane pour qu'elle puisse rayonner sur son territoire? Pour moi, la ville médiane doit détenir un aspect fondamental, c'est sa capacité à produire de l'intellect et de la créativité. Pour cela, nous nous appuyons, en tout cas à Nevers, sur l'enseignement supérieur. Nous avons misé de façon, je dirais, considérable sur nos étudiants de l'enseignement supérieur, car ce sont eux qui sont porteurs de ce développement de notre territoire. Donc effectivement, la force, là je ne parle que de Nevers, puisque c'est ma ville, mais la force de Nevers, notre force, c'est justement cette capacité de dumper, de donner de la puissance, de la volonté à nos élèves des études supérieures à promouvoir leur territoire. Et je ne suis pas sûr que cet aspect puisse être développé dans des grandes métropoles. Je n'en suis absolument pas sûr. Est-ce que le modèle métropolitain est plus fragile que celui de la ville médiane, contrairement à ce qu'on pourrait penser? La métropole, c'est à chaque fois, on parle de 500 000, 1 million, 2 millions d'habitants, et je n'aurais jamais l'audace ni la prétention de parler pour ces 2 millions d'habitants, jamais. Dans ces 2 millions d'habitants, il suffit qu'il y ait 1, 2, 10 habitants qui sont des créateurs ou qui sont des innovateurs pour que cette métropole prenne une autre allure. Ce que je sais, c'est que nous, dans nos territoires médians, nous nous connaissons tous. C'est-à-dire que les viviers sont identifiés. Les individus sont tous, je dirais, approchés. On discute avec chacun et à chaque fois, on essaie, dans le mieux du possible, de tirer les valeurs ajoutées de chacun d'entre eux pour justement tirer vers le haut les idées générales qui peuvent être retenues. Repenser son territoire, on entend souvent cette expression. Comment on définit un territoire aujourd'hui à l'heure du numérique? Le territoire aujourd'hui, c'est un maillon d'une chaîne ou d'un réseau qui est un maillon créatif, attractif, dynamique. Désormais, on ne peut plus parler de territoire en tant que territoire mode silo, c'est terminé. Nous sommes des territoires qui faisons partie d'ensemble de réseaux, quels qu'ils soient. Ça peut être un réseau industriel, un réseau culturel, un réseau économique. Je dirais, aujourd'hui, le territoire médian, innovant, est un territoire qui s'inscrit dans un réseau. Nous pouvons être plus proches, si nous grossissons le trait, du même territoire qui est basé en Corée du Sud, en Chine, en Centrafrique. Je veux dire, c'est ça l'important, c'est d'être extrêmement impliqué dans un réseau qui est déterminant pour l'amélioration de l'ensemble. Un réseau numérique, bien sûr.
Et un réseau, bien évidemment, numérique avant tout, bien évidemment. Le territoire intelligent, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors le territoire intelligent, déjà, je ne supporte pas ce terme de territoire intelligent, je vous le dis par préambule. C'est une expression extrêmement prétentieuse. Je la mets de côté. Je ne supporte pas ce terme territoire intelligent. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les territoires sont dotés de capacités d'accès au numérique, à l'IT, au digital, qui sont des accès qui nous mettent égaux entre tous. Nous avons tous accès à cela. Et alors, donc, partant de ce principe, il y a deux façons de faire. Soit on l'ignore, parce que pour des raisons, je dirais, parfois un peu prétentieuses de certains d'ailleurs élus, parce qu'on l'ignore, parce qu'on ne connaît pas, donc on ignore, ou alors on y va. Donc nous, Nevers, nous avons choisi d'y aller, et en fait l'idée c'est de toujours, je dirais, être up to date, toujours être sur le fil de la vague, toujours être dans le groupe, je dirais, moderne, qu'est le domaine de l'IT, le domaine du numérique. Le territoire intelligent, est-ce qu'il passe obligatoirement par le numérique aujourd'hui? Oui, sans aucun doute. D'aucuns pourraient dire, en faisant de la politique, je dirais, adaptée, pourrait très bien dénigrer le côté numérique. Moi, je suis intimement convaincu qu'on ne peut absolument plus se soustraire du numérique. Le numérique est comment dirais-je, est un outil, et effectivement dans sa boîte à outils, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas? Il existe l'outil. Tout le monde est bricoleur. Je veux dire, on va pas prendre un marteau pour remplacer un tournevis, c'est pas vrai. L'outil existe, l'outil numérique existe, donc on le prend. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, le numérique est absolument indissociable de nos travaux, quels qu'ils soient dans le domaine de l'évolution de nos territoires aujourd'hui. Les citoyens, est-ce qu'ils embrassent cette envie de numérique? Le citoyen aujourd'hui, on va dire, consomme du numérique. N'a pas forcément toujours la réflexion, et c'est normal d'ailleurs, de se dire est-ce que ce numérique que je consomme est bon ou n'est pas bon. Je dirais que c'est un peu l'oxygène que l'on respire au quotidien. Je ne connais personne aujourd'hui qui n'a pas dans son sac à main, dans son portefeuille, un smartphone. Voilà, nous consommons ce numérique. Donc voilà, maintenant à nous, élus, d'être les gardiens du temple, c'est-à-dire que c'est à nous d'être les modérateurs, d'être les acteurs, je dirais, d'une mission extrêmement élevée, peut-être prétentieuse, mais que je n'estime pas, moi, en ce qui me concerne, prétentieuse, mais nous devons effectivement apporter des éléments de modération devant ces usages qui sont devenus des usages extrêmement communs. Comment on les embarque, les citoyens, dans le numérique? Il y a deux façons de faire. La première façon, c'est le smartphone. Là, on ne les embarque pas, puisqu'ils le consomment. Alors maintenant, il y a l'autre manière. Alors, il y a d'autres manières. Il y a la manière de l'État français, ou d'autres États. Je connais bien la Finlande, la Lituanie, qui sont des pays à la pointe dans ces domaines-là, où on demande aux citoyens d'utiliser le numérique pour toutes les actions administratives, qu'elles soient. C'est-à-dire qu'effectivement, les déclarations de revenus, le paiement des amendes fiscales, des amendes, je dirais, classiques, bon, ça c'est une vision. Maintenant, il y a l'autre vision, c'est-à-dire qu'effectivement, le numérique peut apporter des solutions de confort, des solutions, je dirais, de facilité de vie à nos concitoyens. Dans mon propre village, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Par exemple, la télémédecine, le traitement, je dirais, le traitement médical succinct des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc, nous avons mis en place un showroom destiné à la médecine, si vous voulez. C'est un exemple. Typiquement, en tant qu'élu et dans mon profil de vie, jamais, j'espère en tout cas ne pas me tromper, je
je n'emmènerai un de mes concitoyens, un de mes congénères vers une direction que j'estime être une direction, je dirais, négative. Je n'ai pas le terme exact, mais enfin, voilà, mon idée, c'est toujours d'apporter quelque chose de mieux à mes concitoyens. C'est Chirac, je crois, qui parlait de la fracture numérique alors. Parlons des fractures. Les fractures, elles sont considérables. Moi-même, j'avoue, j'ai beau lire la presse spécialisée, j'ai beau m'informer matin et soir de tout ce qui se fait dans les nouvelles technologies, je ne serai jamais toujours sur le sommet de cette vague, jamais. En revanche, non, moi je ne veux pas parler de fracture, je vais parler au contraire d'un exemple extrêmement tangible. Mon village, donc 500 habitants, dernièrement a vécu le recensement. Eh bien, figurez-vous que sur 200 foyers, 150 foyers ont répondu de manière numérique. Vous voyez, un village rural et 150 foyers sur 200 a répondu de manière numérique. Uniquement 50 ont utilisé le formulaire papier. Vous voyez, donc cette fracture numérique, vous savez, M. Chirac, c'est M. Chirac. On a parlé des gens et du numérique, on va parler du métabolisme de la ville. Si on compare la ville à un organisme vivant, l'IoT aujourd'hui, donc l'Internet des objets, est au chevet de cette ville pour la monitorer, son activité, son trafic, ses besoins, sa consommation énergétique, ses rejets, sa délinquance avec les caméras, sa biodiversité. Donc, quelle est l'utilité concrète de cet IoT pour les politiques? Est-ce que c'est un tableau de bord? Et puisque vous êtes pilote, est-ce que sans ce tableau de bord, on ne pourrait pas piloter la ville aujourd'hui? Est-ce que ce tableau de bord, il va devenir de plus en plus incontournable? Il est bien évident que l'ensemble des outils IoT n'est pas essentiel, n'est pas fondamental pour faire fonctionner une ville. On fait fonctionner d'abord une ville avec son cœur, avec son tempérament. On peut piloter exactement à vue, sans aucun problème. Il s'avère que nous avons là encore des éléments techniques qui peuvent, pour certains d'entre eux, apporter une valeur ajoutée, c'est vrai. Maintenant, je l'ai toujours dit, l'homme est au centre du territoire et non pas la machine. Donc, de manière évidente, ce sera toujours l'homme qui sera le plus proche de son congénère de territoire. Maintenant, dans la batterie, si j'ose dire, de tous les outils IoT, bien évidemment, il y a quelques outils qui facilitent la vie. Je prends un exemple tout simple, c'est l'IoT par exemple qui permet, lorsqu'on arrive dans une ville médiane comme la nôtre, de trouver en moins de 3 minutes une place de stationnement. Voilà, ça évite effectivement à la personne de brûler du carburant, de s'agacer, etc. Bon voilà, ça c'est un outil IoT qui est effectivement un outil de confort dont on aurait pu se passer, mais qui est un outil de confort. Ces informations qu'on récupère avec l'IoT, elles sont partagées par tous, puisque souvent elles sont publiques. Est-ce que c'est aussi un moyen de travailler sur la responsabilité du citoyen, qu'il ait accès à ce tableau de bord et qu'il puisse, même si on allait plus loin, dans un métaverse, pouvoir jouer avec sa propre ville et avoir sa SimCity? C'est un moyen d'impliquer les citoyens, en fait. Je suis un des principaux acteurs de la protection du citoyen et de son avenir dans un domaine qui, pour moi, est inéluctable. Le citoyen, je parle des villes médianes précisément. Le citoyen des villes médianes va être, comme les autres d'ailleurs aussi quand même, confronté à cette évolution inexorable du numérique vers ce métaverse. C'est-à-dire que on va enrichir de toute évidence une schizophrénie de l'homme. J'y travaille avec beaucoup de difficultés parce que c'est compliqué de présenter cela. On a l'impression qu'on parle de science-fiction lorsqu'on évoque ce sujet, mais n'empêche que nous sommes dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands acteurs économiques du numérique ont orienté leurs recherches, leurs travaux là-dessus. Donc effectivement, c'est un aspect essentiel sur lequel je travaille.
Quel défi majeur pour améliorer le métabolisme de la ville et en quoi l'IoT peut nous aider? Alors, quelques exemples. Par exemple, les capteurs, ça peut nous aider sur la consommation d'eau, la pollution de l'eau, le traitement de l'eau. Ça peut aider sur la rénovation du bâti, hein, les capteurs, voire les passoires énergétiques, aider au trafic et élaborer des stratégies bas carbone, aider sur l'artificialisation des sols, la pollution de l'air, repérer les pesticides, le chauffage au bois. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer avec, qu'on peut apprendre avec l'IoT. Et ça va être quoi les défis majeurs qu'on va pouvoir relever grâce à tous ces petits capteurs dont on va barder les villes? Que sera la population française et que sera la population des villes médianes dans les années à venir? Ça, c'est très compliqué, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Maintenant, sur les éléments que nous détenons aujourd'hui, l'IoT va être dans un de ces volets, va permettre effectivement de comprendre ce qui se passe. De manière, je dirais, factuelle, à tout instant, l'IoT va permettre de remonter une information qui sera déterminante quant au fonctionnement de la cité. Par l'IoT, effectivement, on peut mesurer l'impact du transport, on peut mesurer l'impact effectivement de la dégradation du service de l'eau. On peut, de toute évidence, pour moi, en tant que maire, c'est un des sujets fondamentaux. La priorité de l'eau est un sujet éminemment important. Dans mon village encore, j'insiste là-dessus, je suis en train de réhabiliter bon nombre de puits, j'essaie de réhabiliter des modes ancestraux de préservation de l'eau, du captage de l'eau, du maintien de l'utilisation de l'eau. Ça, c'est essentiel. Effectivement, voilà, donc le transport, l'eau, ce sont des éléments extrêmement essentiel. Donc effectivement, chacun des citoyens, chacun des administrés doit connaître et comprendre cet enjeu. Voilà. Donc grâce à l'IoT, on peut apporter ces mesures, je dirais, factuelles. Maintenant, effectivement, là encore, l'IoT va nous apporter des quantités considérables d'informations. Après, chaque municipalité, chaque territoire d'en faire son affaire et de produire ce qui est intéressant. Mais imaginons le corps humain. C'est amusant parce que j'y pensais cette nuit. Vous voyez, j'avais mal au dos cette nuit, voilà, et je me suis dit, tiens, voilà, si j'avais des capteurs partout dans mon corps, le praticien, lui, il pourrait avoir, avec une intervention sur mon corps, il pourrait exactement dire si c'est entre ma cervicale, ma dorsale, d'où vient mon problème. Vous voyez, c'est ça l'IoT, les capteurs. Donc effectivement, il y en aura peut-être une cinquantaine qui ne serviront pas, mais il y aura peut-être quelques-uns qui donneront l'information aux praticiens pour m'aider. Eh bien, c'est un peu la même chose sur le territoire, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des quantités de capteurs, et chaque capteur n'aura pas forcément un intérêt à l'instant T essentiel, mais la synthèse du captage de l'information apportera effectivement des solutions de qualité. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer des nouvelles vulnérabilités en fait avec l'IoT partout, puisque ça veut dire aussi qu'on va être vulnérable aux cyberattaques? Oui, ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude. Là aussi, tout à l'heure, vous m'avez posé la question par là même qui touchait un peu la data. Pour moi, c'est un enjeu essentiel. Nous allons produire de plus en plus de données, d'informations. De toute évidence, là aussi, les élus doivent se positionner. Nous devons avoir des conseils de sages pour gérer cette production de données. Il est évident que nous allons fournir de l'information factuelle et de qualité sur différents modes de compilation d'informations qui pourraient même d'ailleurs être utilisés. Maintenant, là aussi, je vous parle en ancien militaire, là, de manière pertinente, je sais de toute évidence que d'autres territoires sont déjà à l'affût et en examen permanent de nos us et coutumes depuis maintenant de nombreuses années. Mais la data apportera effectivement une information complémentaire. Je peux prendre un exemple d'ailleurs.
Nevers, par exemple, il y a un pont, un seul pont qui alimente la ville. Un pont. Donc chaque jour, un certain nombre de voitures passent sur ce pont avec des horaires identifiés, si vous voulez. On peut imaginer qu'effectivement, si la data est relevée et reportée sur 50 villes moyennes, médianes, n'importe quelle entreprise qui travaille le domaine du pont, de l'infrastructure ou de la réflexion sur le mode d'acheminement mobilitaire des villes peut très bien utiliser ces données pour dire, bah voilà, monsieur le maire de Nevers, ben oui, votre pont, il est fragile parce que il fait perdre tant d'énergie à vos concitoyens. Donc effectivement, vous voyez, ça, ce sont des datas faciles à exploiter pour les entreprises privées ou pas. Quels sont les principaux défis à relever aujourd'hui pour les villes médianes? Le principal défi pour moi, c'est d'être, comment dirais-je, en phase permanente avec ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire que Nevers doit être en phase avec ce qui se passe à Kyoto, doit être en phase avec ce qui se passe à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire que nos référentiels sont des référentiels désormais internationaux et on se doit d'être compétitif par rapport à l'ensemble des autres territoires, non pas nationaux mais internationaux. Il y a un défi démographique pour les villes médianes. Alors, au travers du numérique, est-ce que l'étudiant... On a l'exemple à Nevers, c'est intéressant d'ailleurs. On a une première année de médecine. On a les 2 premières années de médecine. On a un taux de réussite de 60% et les élèves ne font que des cours en visio. Vous voyez ? Et ils sont qu'une quinzaine. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Parce que c'est pas de la... Enfin, on pourrait avoir 200 élèves, on n'aurait pas de meilleure réussite. Enfin, je ne sais pas à quoi vous répondre, c'est très compliqué. La démographie, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait une corrélation entre volume démographique et capacité de performance d'un territoire. J'en suis pas sûr du tout. Quand je suis venu vous voir là, en région parisienne, j'ai même pensé l'inverse. C'est-à-dire que la masse même est négative. La masse est toujours négative, parce que de se sortir de la masse, c'est très compliqué. En revanche, l'identité est positive et facile. C'est-à-dire que dans un groupe restreint, il est simple d'être performant. Alors que la masse, c'est ce qu'il y a de pire, la masse. Vous voyez ce que je veux dire ? S'étaler ou se reconcentrer, la périurbanité, ça fait partie des défis des villes médianes. Périurbanité contre cœur de ville. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un espace de vie avec du volume, des pièces ou des environnements orientés vers le télétravail, un télétravail de confort, avoir des vertus pour ses enfants pour aller faire des études supérieures, pour réussir dans la vie et diminuer au maximum le stress. Voilà, en gros. Donc, voilà, partant de ces 5 critères, je les retrouve, moi, à Nevers, évidemment. Je prêche pour ma paroisse. Si vous venez dans mon village, à Gimouille, on fait tout à pied. Je vais chercher mon foie gras en 1 minute. Je prends un pain délicieux en 1 minute. Mes enfants vont faire des études supérieures, etc. Vous voyez, ce sont des schémas qui n'existent pas en métropole. Jamais de la vie. Si je raconte ça, on ne me croit pas. On va dire, bah, Gimouille, déjà, ça fait rire. Moi aussi, je ris. Hein. Ouais. Mais indépendamment de cela, ça n'existe plus. Vous voyez ? C'est quoi les aspirations profondes des gens aujourd'hui et quels sont les incontournables de l'attractivité ? Un volume d'habitation de qualité qui me permet de travailler, d'avoir des échanges visio-culturels avec l'extérieur. Une maison, je dirais, tournée vers la sérénité, qui donne une autonomie totale à la vie de famille et qui permettent, quand je sors de cette maison, d'avoir le minimum de difficultés de transport, d'accès à la culture, d'accès à l'information et qui me permettent d'avoir un équilibre de vie, je dirais, qualitatif. Denis Thuriot disait des villes médianes, le principal facteur d'attractivité, c'est des villes pour tous. C'est des villes où l'aspect financier fait que le coût de la vie, le foncier moins cher, rend l'évolution dans la vie plus accessible.
commence avec un petit logement, puis après c'est pas très compliqué quand la famille évolue d'en avoir un plus gros, c'est pas très compliqué d'avoir des loisirs accessibles. Est-ce que cette ville pour tous, finalement, c'est pas le principal facteur d'attractivité? Mais probablement. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis un politique, mais j'aime bien les chiffres. Hein. Une famille qui touche 3 000 € par mois en finances nettes. Dans une ville médiane comme la nôtre, elle peut se permettre d'acquérir un appartement de 200 mètres carrés ou une maison de 200 mètres carrés, 150 mètres carrés, en mettant 600 €, 700 € par mois pour cet investissement. Donc regardez le cash flow qui reste à cette famille. Il lui reste 2 300 € pour vivre chaque mois. Avec ces 2 300 €, vous avez déjà une lecture potentielle pour un foyer moyen de possibilités. Donc là, ce type de calcul est éminemment démonstrateur. C'est tout à fait démonstrateur. Je veux dire que par là, en région parisienne, si vous n'avez pas une ressource minimum de 5 000 €, vous ne pouvez pas accéder aux mêmes services. Ce n'est pas possible. Et donc, tout en ayant ces 3 000 € et ce budget qui est destiné à votre investissement sur le foncier fondamental, vous avez en plus toutes les latitudes à côté. C'est-à-dire, vous pouvez faire du ski à 200 km, vous pouvez faire des diverses activités, je dirais, du tennis, je ne sais quoi, du golf à 5 minutes. Voilà, c'est un schéma de vie largement différent. On a parlé d'urbanisme tout à l'heure. Il y a une notion qui monte, c'est la notion d'urbanité comparée à la notion d'urbanisme. L'urbanité, c'est-à-dire une ville à taille humaine, où il fait bon vivre, où il y a c'est une ville apaisée, c'est une ville où il y a un tissu associatif, où il y a une notion du care par rapport aux gens. C'est quoi? C'est une vue de l'esprit, d'urbanité, ou c'est quelque chose qui existe vraiment? Moi, je vais vous faire une phrase que m'avait faite un de mes copains, qui était un de mes copains de promo, élève pilote. Il était de la région de Mont-de-Marsan. Il me dit, moi, ma retraite, je vais la prendre jeune. Moi, ce que je veux, alors son bled, je ne sais plus comment il s'appelait son bled. Moi, ce que je veux, c'est prendre mon Ricard tous les midis sur la terrasse de la place du village et que je sois heureux. Vous voyez, quand j'ai dit ça, vous voyez, je peux après faire la transition pour l'urbanité et l'urbanisme. C'est-à-dire que l'urbanité, qu'est-ce que c'est qu'urbanité? Je crois que, franchement, je ne sais pas ce qu'a dit Denis Turriot au sujet, moi je dirais certainement pas la même chose que lui. Moi, ce que je vois, ce que j'observe, c'est qu'on a eu la révolution Ikea. Voyez. Alors moi, je me rappelle de cette révolution Ikea. Avant, on récupérait les salles à manger des grands-parents, où les couples se mariaient, achetaient leur salle à manger, leur machin, et ils gardaient ça pendant 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini ça. Ikea a bouleversé tout ça, on achète le meuble parce qu'on va le déplacer, etc. Eh bien, c'est la même chose pour la ville. L'urbanité, eh bien, aujourd'hui, c'est la fonctionnalité avant tout. C'est-à-dire, je veux me déplacer le plus vite possible, le moins cher possible, avec le plus de confort. Je veux vivre avec mes amis le plus de temps possible, dans le minimum d'argent dépensé, avec le plus grand confort. Voilà, l'urbanité doit s'attacher autour de ces principes, si vous voulez. Et puis, si je veux partir à l'étranger, eh bien, que j'ai un accès éventuellement facile à l'aéroport pour aller voir mon cousin qui est en Afrique du Nord, ou je ne sais où. Enfin, voilà. On a parlé beaucoup d'exode dans les villes médianes, qui ne se traduit pas d'ailleurs dans les chiffres. Hein. Et il se trouve que, en fait, cet exode, si on peut appeler ça comme ça profite simplement aux villes médianes qui ont des bassins d'emploi dynamiques. Ça, c'est statistique. Donc l'emploi, ça reste encore le facteur majeur d'attractivité ou pas? Aujourd'hui, oui. Là, le 8 février 2022, je dis oui. Je ne suis plus du tout sûr que si nous reprenions l'entretien que nous avons actuellement dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera encore le cas. Le télétravail, les nouvelles fonctionnalités du salarié vis-à-vis de son entreprise sont en train de modifier tous les schémas que nous avons vécus jusqu'alors. Donc là, au moment où nous parlons, effectivement, le fait d'avoir effectivement de l'emploi, c'est pareil, qu'est-ce qu'on appelle emploi? Enfin, moi, je suis un artisan de la réindustrialisation occidentale. Effectivement, si j'arrive à réindustrialiser mon territoire, je vais le rendre encore plus séducteur. Mais au moment où je vous parle, nous n'en sommes pas là.
Nous n'avons pas les éléments. Les éléments que nous détenons aujourd'hui, ce sont des éléments factuels, c'est-à-dire le télétravail et avec des capacités aujourd'hui de produire à distance. Voilà. L'innovation, c'est un facteur d'attractivité aussi, c'est un facteur de relance. Alors, l'innovation dans les villes médianes, est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'on peut dire que les villes médianes seront des terres d'innovation? Et pourquoi c'est plus facile? C'est évident. Alors ça, c'est une évidence totale. Et alors là, donc, j'ai là aussi 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, il s'est produit en 1965 sur un territoire qui était un triangle au sud de San Francisco, entre San Francisco et Las Vegas. Et c'est là où Apple est né, c'est là où Intel est né, c'est là où Microsoft sont nés. Ce sont des territoires de 3000 habitants, vous voyez. Et là, on a créé dans ces territoires de 3000 habitants ce qui est aujourd'hui la force suprême de l'économie mondiale. Bon. C'était Cupertino. Absolument, absolument. Donc à Cupertino, exactement. Et typiquement, moi, avec beaucoup de modestie, je vous dis cela, je m'en réfère à cela. Pourquoi ont-ils réussi? Tout simplement parce que lorsqu'on se connaît entre copains, lorsqu'on se connaît tous et qu'on échange, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, eh bien on produit. Moi, j'ai des souvenirs, d'ailleurs, extrêmement remarquables de mes entreprises que j'avais en Roumanie. Les Roumains travaillaient jour et nuit. Et ils ont alimenté, les informaticiens roumains ont justement été des pourvoyeurs de capacités sur ces entreprises d'ailleurs de la Silicon Valley. Mais moi je suis certain, j'ai même pas de débat là-dessus, je suis certain que les micro-territoires, les petits territoires ont des capacités de productivité et de production dans le domaine de l'IT, dans le domaine du numérique, sensiblement supérieures aux habitants des métropoles. On est déchargé, on évacue l'aspect transport, l'aspect comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais manger, etc. Non, nous, dans les territoires médians, alors effectivement, d'aucuns vont vous parler du côté attractif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du patrimoine, etc. Non, moi je révoque tous ces points-là. Moi, ce que je vois, c'est le travail. Je suis certain, et je mets au défi quiconque de me contredire là-dessus, quand vous n'avez que du travail à faire, vous êtes productif. Et quand vous avez un groupe de personnes qui sont autour de vous et qui ont la même, je dirais, sensation et la même perspective, vous êtes hyper productif et vous réussissez. On se résume, des circuits de décision courts, oui. Hein, c'est ça. Un maillage politico-économique facile à mobiliser, oui. Puisque oui. Tout le monde se connaît. Oui. Un retour sur expérience rapide. Oui. Hein, ok. Et donc ça, c'est des pistes pour attirer les investisseurs. Écoutez, j'espère qu'un jour je serai sénateur ou député et c'est ce que je leur dirai à tous. Je leur dirai, c'est tellement évident pour moi que je suis entièrement, bien évidemment. Écoutez, on a tous été étudiants. Je veux dire, quand vous n'avez que ça à faire, que de bosser vos études, vous êtes performant. Si vous êtes dans un dispositif, vous êtes étudiant à Paris, vous venez de la province et que vous allez tous les soirs en discothèque, vous êtes moins performant. C'est tellement évident. Je veux dire, voilà. Donc pour nous, moi, l'accent que je mets et que j'ai toujours mis sur les territoires comme Nevers, qui n'est pas un territoire extrêmement fashion, c'est pas très sexy Nevers, voilà, que ce soit Nevers, Charleville-Mézières ou d'autres, c'est pas sexy. Quand on est là pour bosser, on est productif. Avec l'innovation, il y a les campus, oui. Les clusters, oui. Les pôles de compétitivité, tout ça c'est des pistes à explorer. Mais absolument. Donc là actuellement je suis en train de travailler sur un dispositif avec des collègues de Corée du Sud, également de Lituanie, sur le fait de financer la R&D et de pourvoyer la R&D des PME-TPE avec le fruit des élèves d'études supérieures. C'est-à-dire qu'au lieu de faire travailler les élèves d'études supérieures sur des dossiers, je dirais purement scolaires, on va les faire travailler sur des dossiers extrêmement techniques qui vont pouvoir être utilisés immédiatement par les TPE-PME du territoire. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les TPE-PME du territoire font les cas d'usage, oui. Et on fait travailler les cas d'usage sur les oui. étudiants sur les cas d'usage. Oui, c'est exactement ça. On est dans le concret. Exactement. Et on est dans le maillage entre l'entreprise oui. et l'étudiant. Voilà, et ça c'est une piste essentielle, absolument. Oui. Mais qui est facilité. Pourquoi à Nevers? Tout simplement parce que je connais le recteur, parce que je connais les profs, je connais les directeurs. Voilà. Allez, j'organise un rendez-vous en 2 jours, en 3 jours, tout le monde se réunit et puis on fonce. Dans les 20 ans à venir, le développement économique des villes médianes, il va se structurer autour de quoi? Des hommes.
Ce sont des hommes comme Denis Turriot, moi-même, avec beaucoup de modestie, je vous dis ça, bien sûr. Mais non, mais je vous le dis, c'est la vérité, qui essayons je dirais, de porter tout cela, enfin, voilà, à bout de bras. Donc, ce sont les hommes qui font la différence. Ce ne sont pas les éléments, je dirais, tangibles de territoire, mais ce sont les hommes qui feront les territoires, j'en suis certain. Quels vont être les opérateurs de la ville de demain? Aujourd'hui, les grands opérateurs, je ne sais pas, c'est Engie, c'est Veolia, tout ça. Mais on peut considérer que des gens comme Waze, comme PayByPhone, comme Uber, Airbnb, sont des opérateurs qui comptent aujourd'hui, qui changent le territoire, qui apportent des solutions, mais qui posent parfois des problèmes aux politiques. Alors, ça va être quoi les grands opérateurs de demain? Et quel contrôle on a dessus? Alors, cette question me plaît énormément parce que c'est celle que à laquelle j'essaie de répondre depuis maintenant une demi-décennie, si j'ose dire. Alors, qui va l'emporter? Est-ce que c'est les GAFAM? Est-ce que ce sont les grosses SS2I? Est-ce que ce sont effectivement les entreprises, je dirais, du CAC ou les grandes entreprises opératrices, je dirais, des territoires que vous venez de citer? Ou est-ce que ce seront nous-mêmes, les territoires, qui garderont notre légitimité? Moi, depuis 5 ans, je me bats corps et âme pour que ce soit le 5e élément qui l'emporte, c'est-à-dire que nous soyons maîtres de nos destins. Aujourd'hui, peu de territoires ont mis en place cette équation. Cette équation, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes 4 acteurs, et parmi les 4 acteurs, tous ne gagneront pas. Il y aura des OPA, des OPA qui s'effectueront entre GAFAM et entreprises des territoires, entre GAFAM ou opérants des territoires et les territoires eux-mêmes. C'est déjà un petit peu la tendance. Donc là encore, ce que seront les territoires, je dirais qu'au travers de cette seule et unique question que vous venez de me poser, c'est l'issue des territoires. Plus que la géographie, que le côté architectural, scientifique, attractif, etc. Ce sont les enjeux. Si demain nous sommes googlisés, si demain nous sommes amazonisés, si demain nous sommes, je ne vais pas tout citer, nous perdrons ce qui est de la légitimité, de l'intégrité, de ce qui est la valeur de l'homme et de l'individu français. Donc effectivement, moi je me bats et je marque-boute pour justement que nous pesions et que nous soyons présents à la grande table de ces enjeux que seront les enjeux du futur. Dans les enjeux du futur, il y a les nouveaux entrants qu'on ne connaît même pas encore. Mais oui, absolument. Et dont on n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire. Mais absolument. Tout à l'heure, par préambule, vous m'avez parlé des blockchainistes, vous m'avez parlé du métaverse, vous m'avez parlé de ces choses-là. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Quel sera le citoyen de Nevers en 2040, 2050? Est-ce qu'il votera au travers du métaverse? Qui sera-t-il? Je n'en sais rien. Ce que je sais simplement aujourd'hui, c'est qu'Alain Boursier va se bagarrer aujourd'hui pour garder une identité de son territoire et identité de l'homme dans son territoire. Et pourtant, on dit gouverner, c'est prévoir. Mais on ne peut plus prévoir aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Alors on ne peut plus gouverner? Alors on ne peut pas gouverner, on gouvernera différemment. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, gouverner, c'est prévoir, mais effectivement, il y a des maximes comme ça qui ne sont valables et on les utilise à l'encan comme cela, ça fait toujours bien dans les journaux ou dans les interviews, qui sont valables peut-être à une époque, mais qui sont plus valables à une autre. Moi, vous savez, j'ai un exemple qui est nourri par le numérique. Je me souviens, quand j'étais élève, j'écoutais mon professeur avec une attention totale, parce que c'était mon professeur. À l'ère du numérique, ce n'est plus le cas. À l'ère du numérique, le professeur n'est plus l'enseignant. L'élève en sait plus que le professeur. Donc le professeur est un facilitateur, puisque l'élève, par sa curiosité, son envie du numérique, est tellement créatif qu'il bat de brèche son enseignant. Donc si vous voulez, déjà, ça c'était dans les années 2000, on a renversé la pyramide. Donc aujourd'hui, ça ne fait que continuer. Donc je n'aurai jamais l'audace ni la prétention de dire « non, je sais ce que sera les années 2050 ». Jamais de la vie. En revanche, ce que je sais, c'est que je vais me battre
pour que l'homme, si vous voulez, garde son leadership d'homme, et surtout en France, conserve ce qui est la vertu essentielle du citoyen français, c'est-à-dire son indépendance intellectuelle. Quelles pistes doivent explorer les villes médianes à court et à moyen terme? Alors à court, c'est un peu plus facile, à moyen terme c'est un peu plus compliqué, on vient de parler des nouveaux entrants qu'on ne connaît même pas et qui vont peut-être changer la ville, mais ces pistes, c'est l'innovation, le numérique, être sur ses gardes, la prudence. Pour moi, la ville médiane du futur et moderne aujourd'hui, enfin, c'est, je dirais, la sérénité, le confort. C'est-à-dire, je dois produire, je dois apporter une valeur ajoutée dans ma vie, quelle qu'elle soit, politique, économique, sociale, peu importe. Et pour que ce soit le cas, il faut que je détienne un confort de vie. Et le confort de vie, je l'ai dans une ville médiane, sans aucun doute. La ville médiane de demain, on va parler des leviers de rebond. Et pour rebondir, il faut de l'argent. La fiscalité, elle est au cœur du problème de la ville médiane de demain, puisque la fiscalité, elle a énormément évolué. L'État demande de plus en plus de choses aux villes avec toujours moins de moyens. Donc, qui va payer la ville médiane de demain? Et par exemple, on parlait des GAFAM tout à l'heure et des nouveaux entrants. Comment on repense la fiscalité des territoires et des villes médianes pour que tout le monde prenne sa petite part? Alors déjà, je vais essayer, en tout cas, de vous apporter une information que j'ai transmise d'ailleurs à mon collègue Denis Turriot, qu'il va lui-même transmettre, est-ce que vous voulez de cette phrase d'ailleurs, au président de la République. Ça fait partie des sujets qui seront abordés dans les thèmes du président de la République pour les nouvelles élections. J'ai l'exemple qui m'agace, mais qui m'agace à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai 65 ans, ça fait donc 45 ans que je viens à Paris, que je vis à Paris, que je suis à Paris et que j'ai 300 ou 400 voire 500 km de bouchons tous les matins. C'est une des principales absurdités de l'homme moderne. C'est une ineptie, mais sans nom. Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet-là. Bilan carbone ultra négatif. Le temps de productivité intellectuelle ultra négatif. Enfin, bref, d'accord ? Ça, c'est le postulat. Et fiscalement, nous n'avons jamais rien fait. Rien de rien de rien. C'est-à-dire que, donc ça fait partie de la copie que j'ai transmise à mon collègue, pourquoi ne pas inciter les urbains de la métropole parisienne? On peut jouer sur la CFE de l'entreprise, on peut jouer sur la fiscalité de la personne qui utilise son véhicule. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a des inepties avant d'en arriver à la ville médiane et sa fiscalité. Vous voyez ? Déjà qu'on résolve ces problèmes des métropoles avant de s'occuper de nos problèmes de ville médiane. Il est bien évident que l'erreur à ne pas commettre, c'est de doter une ville médiane d'infrastructures, de supports qui correspondent aux métropoles. Ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'avoir un aéroport Schengen avec une vertu internationale à Nevers. C'est inepte. C'est inepte. En revanche, nos souhaits, et qui sont d'ailleurs appuyés sur la fiscalité, sont des souhaits simples, c'est-à-dire effectivement avoir des dispositifs scolaires, des dispositifs éducatifs, des dispositifs culturels, des dispositifs sportifs qui correspondent à la moyenne des usagers, quoi, je veux dire. Et ça, pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une fiscalité, je dirais, extraordinaire. On sait très très bien le gérer aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf. C'est souvent l'erreur qui est commise par les villes médianes ou les autres. Non, nous avons nos périmètres de fonctionnalité, gardons ces périmètres, utilisons ces périmètres pour que le citoyen y trouve son compte.